L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La France, nous dit-on sur tous les tons, n'arrive pas à regarder son passé en face, en dépit de la fréquence avec laquelle ce passé est convoqué dans les débats publics. Une fois de plus, les crimes de Vichy et peut-être le plus atroce d'entre eux, la rafle du Veldiv, vont donc susciter la polémique et une fois encore, le Front National est soupçonné de sympathie pétainiste. En juillet 1995, satisfaisant une revendication ancienne des défenseurs de la mémoire juive, Jacques Chirac affirmait « La France, ce jour-là, a commis l'irréparable ». Interrogé à ce sujet dimanche dernier, Marine Le Pen a répondu « S'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ce n'est pas la France ». Cette déclaration a suscité les protestations indignées des organisations juives, de responsables politiques et d'intellectuels, tous estimant qu'avec cette sortie, Marine Le Pen faisait un clin d'œil aux nostalgiques de la Révolution nationale, dont j'ignorais pour ma part qu'ils fussent si nombreux. Alain Finkielkraut, vous avez été l'un des rares à défendre une position plus nuancée, et comme vous n'êtes pas suspect de vouloir réhabiliter Vichy, je vous demanderai qui a commis le 16 et 17 juillet 1942 l'irréparable en arrêtant pour les envoyer à la mort 13 000 juifs, parmi lesquels 4 000 enfants. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le discours de Jean-Luc Mélenchon qui s'est présenté à Marseille comme le candidat de la paix. Donc, Alain Finkielkraut, c'était dimanche dernier. Je vous laisse peut-être, vous voulez les reprendre vous voulez que je les recite, les déclarations de Marine Le Pen? Non, c'est bien, vous les avez citées. Voilà, donc c'était au grand jury RTL Le Monde, voilà. Donc c'était pas une déclaration préparée comme je l'ai cru. Non, c'était une réponse. Voilà, c'était une réponse. Alors, et vous étiez vous-même, je le précise pour les auditeurs, c'est là que vous avez exprimé votre point de vue. Vous étiez invité de 28 minutes avec un historien Talman. Oui, je crois, oui. Tad Talman. Oui. Et voilà. Et vous. Donc, alors je voudrais dire ceci. Voilà. Outre qu'elle me mette en porte-à-faux avec les instances communautaires, la position que je m'apprête à défendre, la thèse que je vais soutenir aujourd'hui devant vous, risque de surprendre, voire de heurter un certain nombre d'auditeurs. Pour lever toute ambiguïté, pour éviter les malentendus, je voudrais d'abord dire d'où je parle. Mon père a été déporté de France à Auschwitz. Apatride, il a été arrêté en 1941, interné à Beaune-la-Rolande et déporté dans le convoi du 28 juin 1942, soit quelques 2 semaines avant la rafle du Veldiv. Ses parents ont été un peu plus tard dénoncés par un passeur alors qu'ils s'apprêtaient à entrer en zone libre pour rejoindre leur autre fils réfugié à Figeac. Ils ne sont pas revenus, trop vieux en effet pour travailler au camp, ils ont été immédiatement envoyés dans les chambres à gaz. Mes parents se sont rencontrés à Paris en 1948, je suis né l'année suivante, nous avons bénéficié d'une naturalisation collective en 1950, et j'ai grandi à l'ombre de tous ceux qu'ils avaient perdus. Mon père et ma mère ont été des citoyens loyaux, ils se passionnaient pour la politique française, ils votaient à chaque élection, ils étaient d'autant plus reconnaissants à l'école républicaine de m'offrir la chance de faire de bonnes études qu'ils venaient d'un pays, la Pologne, où les Juifs étaient assujettis à un numerus clausus très sévère, mais ils étaient des survivants et même des séparés, au sens que Vladimir Rabinovitch, dit Rabbi, a donné à ce terme. Je le cite. Nous avons été réintégrés dans notre condition d'hommes libres. Nous avons recommencé à être des citoyens français. Nous avons repris notre activité professionnelle, du moins ceux qui l'ont pu. Mais ce que nous ne disons pas, c'est cette obsession constante, cette lancinante douleur secrète derrière chacun de nos actes et de nos propos. Nous ne pouvons pas oublier, nous n'oublierons jamais, nous avons été la balayure du monde. Contre nous, chacun avait licence. Et c'est cela, mes amis, qui nous séparent de vous dans la liberté retrouvée, comme nous avons été séparés de vous dans l'occupation. Nous sommes désormais des séparés. Mes parents appartenaient à la nation française, et pourtant ils étaient des séparés. Pas moi, bien sûr. Oui. J'étais et je suis parfaitement intégré. Mais je ne peux pas oublier ce qu'ils furent. Je suis comptable de leur mémoire. Je n'ai pas le droit de me séparer de leur séparation.
Cependant, lorsque, commémorant la rafle du Veldiv le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac a dit, vous l'avez rappelé, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable, le malaise en moi l'a emporté sur la reconnaissance. Et c'était une demande, je crois, vraiment très forte des organisations juives. Hein. Oui, mais ma mémoire n'est pas sélective. Je sais que dès le 19 juin 1940, le général de Gaulle affirmait, devant la liquéfaction du gouvernement tombé dans la servitude ennemie, j'ai conscience de parler au nom de la France. Je sais que le 28 octobre de la même année, il mettait en place un gouvernement provisoire à Brazzaville et que ce gouvernement, il le dirigeait au nom de la France. Cela n'autorise pas, comme l'ont fait d'ailleurs De Gaulle et ses successeurs, à exonérer la France des crimes commis par Vichy. Ce ne sont pas des Allemands, mais des Français qui ont arrêté, interné mon père et qui l'ont envoyé à Auschwitz. Mais d'un autre côté, la grande épopée de la France libre et de la résistance interdisent à Vichy d'accaparer la France. Il revenait donc au président de la République de sortir du déni sans trahir celui qui a dit « Rome n'est plus dans Rome, elle est là où je suis » et qui a tenu son pari. Jacques Chirac aurait obéi à ce double impératif et cette double injonction s'il avait dit ce jour-là « L'État français a commis l'irréparable ». Bien sûr, la question... Alors justement, c'est ce qui me frappe et c'est en vous entendant, Alain Finkielkraut, que j'ai compris vraiment, il y a une forme de malentendu organisé. Donc, parce que ce qui m'a frappé, c'est que dans la phrase de Marine Le Pen, il n'y avait aucune réhabilitation des actes. Bien sûr. Voilà. Je vais tout de suite alors juste un mot, parce que vous avez dit, ce n'est pas la France, en fait, la question est qui est le responsable symboliquement. Alors justement, l'État français, l'État français, c'est très fort, parce qu'il y a les mots français dedans. Et c'est en effet pour garder ses prérogatives régaliennes que le régime de Vichy a tenu à ce que ce soit ses policiers et ses gendarmes qui arrêtent les juifs et collaborent ainsi à la solution finale. Alors, j'ajoute quand même, car il faut être honnête, que Jacques Chirac a rappelé dans son discours qu'il y avait aussi au même moment une autre France dans les sables libyens où se battaient les Français libres, à Londres, incarnée par le général de Gaulle, et présente aussi dans le cœur des Français qui, au plus noir de la tourmente, ont sauvé des Juifs. Et à Paris, dans la police, dans les rangs de la police à Paris aussi, il y en a eu aussi. Oui, il y en a eu aussi, mais enfin, il y en a d'autres qui ont vraiment fait du zèle et qui sont allés chercher, bien sûr, qui sont allés les chercher dans les greniers. Il n'empêche, beaucoup de gens ont pu penser alors, et j'étais l'un d'eux, qu'en déclarant « La France, ce jour-là, a commis l'irréparable », c'est tout le sens de l'entreprise gaullienne que Jacques Chirac sacrifiait inconsidérément. Mais je veux bien que l'époque ait tranché cette querelle en faveur de Jacques Chirac, mais je ne me résigne pas à ce qu'elle ait oublié cette querelle jusqu'à accuser Marine Le Pen de faire du Pétain quand elle fait du De Gaulle. Le pétainiste, en l'occurrence, c'est Bruno Gollnisch qui a réagi à cette polémique sur Twitter en écrivant « Le gouvernement de Vichy n'avait aucune latitude sur Paris, territoire occupé, c'est même pour cela qu'il s'était fixé à Vichy ». Marine Le Pen, quant à elle, dit ce que martèle Florian Philippot, la France était à Londres. Or, c'est la ligne Philippot qui l'a emporté sur la ligne Gollnisch. Alors cela suffit-il? Et c'était aussi d'ailleurs la ligne de Mitterrand. Oui. Ce que les turiféraires de Jacques Chirac oublient de rappeler aujourd'hui. Oui, mais là, une petite parenthèse. Oui. C'est-à-dire, Mitterrand avait rendu cette position impossible. Il l'avait défendue à la suite du général de Gaulle, et en même temps, on s'est aperçu de son amitié maintenue après la guerre avec le chef de la police d'alors, Bousquet. C'est peut-être lui ainsi, c'est cette ambiguïté qui a peut-être contraint Chirac à parler, mais il aurait pu le faire autrement. Alors, donc, quand Marine Le Pen dit après Florian Philippot, la France était à Londres, cela suffit-il à absoudre le Front National de son acte de naissance et à faire notamment oublier que l'un de ses fondateurs était Victor Barthélemy, secrétaire général du Parti populaire français, dont les militants ont assisté la police pendant la rafle du Veldiv? Certainement pas. On est donc en droit de reprocher à Marine Le Pen de capter
à son profit un héritage contre lequel s'est fondé le parti qu'elle dirige, mais qualifier ces récentes déclarations de révisionnistes, voire de négationnistes, c'est sortir du champ de la pensée. Alors là, je vais rétablir un peu de justice et défendre Marine Le Pen sur ce coup-là. Que voulez-vous? On l'interroge. Que voulez-vous qu'elle réponde? Si vous voulez, elle ne va pas, parce que vous dites, elle va pas tenir des propos gaullistes. Et vous voulez qu'elle tienne quoi? Des propos pétainistes pour se conformer à ce que ses ennemis attendent? Non, je ne voulais pas. Non, mais je comprends simplement que cette espèce de gaullisme superlatif suscite la perplexité, voire l'indignation. Tout d'un coup, le Front National, parti ultra-gaulliste, c'est difficile. Mais votre objection est en effet très forte, Elisabeth. Simplement, je dis, qualifier ces récentes déclarations de révisionnistes, oui, voire de négationnistes, c'est sortir du champ de la pensée. Ceux qui font ce contresens ne réfléchissent pas. Ils annonnent, le nouveau dogme en vigueur. Ils ne témoignent pas de l'acuité de leur mémoire, mais de leur conformisme, de leur docilité fervente, de leur adhésion enthousiaste à l'esprit du temps. La France a commis l'irréparable, il faut être abject ou fou, désormais, pour contester l'évidence de cette assertion. Si vous n'arrivez pas à l'éditorial du Monde, je veux bien être... Vous êtes très forte. Pendu. L'esprit du temps n'est pas une planche de salut. Les Juifs sont payés pour le savoir. Et je pense à Orwell. Le remplacement d'une orthodoxie par une autre n'est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c'est l'esprit réduit à l'état de gramophone. Et cela est vrai qu'on soit d'accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. J'entends Shoah, Shoah sur le disque qui passe à l'heure actuelle, mais quand je l'écoute attentivement, la tristesse m'envahit et je me dis que je préférerais ne rien entendre du tout. Et j'en viens, en effet, Elisabeth, à l'éditorial de Monde. Parce que cette tristesse, ce sentiment, je l'ai eu en lisant l'éditorial que le quotidien institutionnel a consacré à, je cite, la faute de Le Pen. Le roman familial, écrit Le Monde, que la présidente du Front National, parti d'extrême droite, et son vice-président Florian Philippot veulent promouvoir est archaïque et nauséabond. Comme nous l'avons souvent remarqué ici, le mot nauséabond connaît depuis quelques années une fortune extraordinaire. Il est sur toutes les bonnes lèvres et sous toutes les plumes autorisées. Et il désigne au premier chef les personnes, les intellectuels qui continuent d'invoquer l'identité nationale. Et c'est à ses plus de la gueule que Patrick Boucheron et son équipe ont voulu régler définitivement leur compte dans la déjà célèbre Histoire mondiale de la France. Ils ont donc employé les grands moyens, en choisissant pour commencement non la bataille d'Alésia, mais la grotte de Chauvet. Ainsi, la France d'avant la France se dissolvait-elle, je cite, dans les prémices d'une humanité migrante et métissée. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de pays, mais il y avait déjà des migrants. Et pour ce qui est de la France elle-même, le livre s'acharne à nous montrer qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune consistance subjective, que rien ne lui vient d'elle-même, que c'est l'altérité qui l'a faite. Ainsi, dans cet ouvrage tissé de dates, on ne trouve pas le 18 juin 1940, c'est quand même un comble, mais le 28 octobre de la même année, c'est le moment où a été installé en Afrique équatoriale le gouvernement de la France libre. L'Afrique compte plus que tout. Et quand cette histoire mondiale daigne faire une place à l'art, c'est pour nous dire que nous devons les demoiselles d'Avignon à la découverte par Picasso de l'art nègre et à ses visites au musée d'ethnologie du Trocadéro. À bon entendeur, salut. C'est le vieux fond pétainiste français que s'efforce d'extirper une fois pour toutes l'histoire de la mondiale de la France, mais qui est sa véritable cible, ou en tout cas sa victime collatérale? De Gaulle.
et j'ouvre les mémoires d'espoir, si vous me le permettez. Est-ce que c'est pas, pendant que vous les ouvrez, est-ce que ça n'est pas un peu la poursuite de l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy? Oui, sans doute, sans doute. Vous avez raison. Vous avez raison. Et d'ailleurs, je trouve que ces intellectuels qui se vantent de leur érudition font un mauvais procès à Bernard-Henri Lévy, qu'ils traitent de médiatique tout le temps, alors qu'ils, d'une certaine manière, poursuivre le même chemin. Mais alors, je prends les mémoires d'espoir. Je dis parce que vous êtes sur la captation de Gaulle. La cible apparente de tout cela, de toute cette critique de l'identité, de la régression identitaire, c'est Pétain. Et la cible réelle, ou en tout cas la victime collatérale, c'est De Gaulle. J'ouvre les mémoires d'espoir. La France vient du fond des âges. Un peu plus loin, elle revêt un caractère constant qui fait dépendre de leurs pères les Français de chaque époque et les engage pour leurs descendants. Et dans le chapitre consacré à l'Europe, et De Gaulle dit: pour moi, j'ai de tout temps, mais aujourd'hui plus que jamais, ressenti ce qu'ont en commun les nations qui la peuplent, toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce. Il est conforme à leur nature qu'elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. Eh bien, l'anti-nauséabondisme contemporain est en train de rendre De Gaulle non seulement obsolète, mais abominable. Le plus jamais ça devient peu à peu un plus jamais lui. La polémique Morano, oui, c'est exactement la polémique Morano. Elle se référait approximativement, à une autre phrase de Gaulle. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Donc, le devoir. Alors, nous sommes dans cette situation tout à fait paradoxale. Le devoir de mémoire néglige toutes les périodes du de l'histoire au seul profit du XXe siècle, et ce siècle, en plus, il le dénature. Et il le dénature complètement. Et en plus, on va voir très vite qu'il passe aussi à côté peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, mais tout de même, une question, vous êtes passé très vite en disant, finalement, c'est peut-être très bien que la ligne Chirac l'ait emporté. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien. Parce que n'oubliez pas que ça a été... J'accepte que l'époque est tranchée. Mais en même temps... Mais ça a été l'ouverture du guichet de la repentance. Parce qu'après le 16 juillet 95, il y a eu je sais plus quel jour pour l'esclavage, il y a eu les lois sur l'Arménie, etc., etc. Donc, oui, mais en même temps, si vous voulez, le mot de repentance, je ne crois pas que ce soit ce que les Juifs demandaient quand même. Ils ne demandaient pas la repentance, ils demandaient la reconnaissance. Et cette reconnaissance... Et est-ce qu'il y avait vraiment déni, franchement? Oui. Jusqu'en 95, y avait-il déni du rôle de la police française? Le déni consistait justement, en quelque sorte, à exonérer la France, en disant que la France était tout entière avec le général de Gaulle. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi l'expression « l'État français » m'aurait semblé absolument pertinente. Alors là, je réponds à une autre objection que vous alliez formuler sans doute. Je ne vole pas au secours de Marine Le Pen en disant cela. Simplement, je pense que ce n'est pas en lui accrochant au basque, si vous voulez, des casseroles qui ne sont pas les siennes, qu'on va la combattre efficacement. Si vous voulez, il n'y a pas de pétainisme chez Marine Le Pen. Ce qui est clair, c'est son poutinisme et son trumpisme. Alors pourquoi, si vous voulez, pourquoi parler sans cesse de Pétain alors que Poutine et Trump, du moins avant sa dernière expédition sibérienne, sont ces grands hommes. Et je dis de manière plus générale qu'après avoir abandonné au Front National la laïcité, l'identité, la continuité française, ses ennemis déclarés lui abandonnent maintenant le général de Gaulle, et avec tant de cadeaux, ils finiront bien par la mettre au pouvoir. Ah,
Peut-être pas la semaine prochaine. Non, sans doute pas en 2017. Mais là, en 2022, ce n'est pas à exclure. Comme vous l'avez bien montré, ce qui est troublant là-dedans, c'est le fait presque de prendre un discours à l'envers. Mais on va prendre quelques minutes de plus, comme nous n'avons pas d'émission la semaine prochaine, mais vous devriez faire des tweets, cher Alain. Ce n'est pas le pétainisme de Marine Le Pen qui est problématique, c'est son poutinisme. Ça, c'est un très beau tweet. Alors, passons maintenant, nous allons retourner à Marseille, comme la semaine prochaine. Donc, après le discours d'Emmanuel Macron s'adressant aux communautés que vous avez commenté ici, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, sur un vieux port bondé et surchauffé, s'est présenté comme le candidat de la paix, ce qui nous ramène, Alain Finkielkraut, au XXe siècle que vous venez d'évoquer. Alors, est-ce que vous voulez citer les phrases ou est-ce que vous voulez que je les cite? Citez-les vous-même. Alors, nous autres Français, nous aurions à dire que nous ne voulons d'aucune guerre, ni petite, ni moyenne, ni grande, sur le vieux continent, a-t-il dit. Réfléchissez-y, si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Et si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver. Voilà. Alors, est-ce que ça vous réconcilie avec Emmanuel Macron? Non. Qui a déclaré que la paix de Mélenchon, c'était celle de Poutine? Non, j'étais... mes fâcheries ne sont pas du même ordre. Ah non, sur ce point, je veux dire. Mais non, pas sur ce point. Non, même pas sur ce point. Je ne pense pas que c'est cela exactement qu'il aurait dû dire. Parce que Mélenchon, à Marseille et ailleurs, a dénoncé l'engrenage des alliances qui nous conduisent tout droit à la guerre, et il s'est fondé pour établir un tel diagnostic et un tel pronostic sur l'expérience tragique du XXe siècle. Or, souvenons-nous, Albert Thibaudet a fait la guerre de 14 avec, dans son sac, dans sa gibecière, la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Et il a vu, alors, en lisant la guerre de Péloponnèse, de Thucydide, que ces deux guerres avaient quelque chose en commun. Elles avaient été amenées par le jeu des alliances. Et Thibaudet en a tiré cette leçon. S'allier, c'est pour les peuples, comme s'attacher pour les alpinistes. L'accord est par destination un instrument de salut et procure parfois ce salut, mais il arrive aussi qu'elle entraîne toute la cordée dans la chute. Le malin est parfois celui qui tient son couteau prêt au bon moment. Et en 1938, la France et la Grande-Bretagne, échaudées par l'immense hécatombe, ont voulu être malins. Et donc, ces deux nations, ces deux États, ont coupé le cordon qui les rattachait à la Tchécoslovaquie. Elles ont rompu l'alliance. Elles ont accepté l'annexion des Sudètes par Hitler. Ce fut Munich. Et se souvenant du XXe siècle, Mélenchon réussit le prodige d'effacer Munich de sa conscience et il nous demande de l'effacer de la nôtre. Mais est-ce que vous voulez dire qu'il nous invite à être munichois? Il nous invite en tout cas, oui, il pourrait nous inviter, non pas forcément à être munichois, mais à faire comme si Munich n'avait pas existé, et effectivement, ce faisant, il renoue avec une sorte de pacifisme intégral. Et je pense que ce n'est pas la bonne réaction, car, comme l'a dit Julian Freund, ce n'est pas nous, si vous voulez, qui désignons l'ennemi, pas forcément, c'est l'ennemi qui nous désigne. Et s'il veut que nous soyons son ennemi, il nous empêchera même de cultiver notre jardin. Voilà ce que on devrait retenir comme leçon du XXe siècle. Mais puisque nous avons encore 2 ou 3 minutes, je voudrais m'interroger avec vous sur l'étrange succès de Jean-Luc Mélenchon. Car son charme, si vous voulez, il nous propose un tout nouveau monde, mais son charme procède quand même de son appartenance au monde ancien. Au monde qu'il veut abolir. Il pratique l'éloquence à l'âge de la communication. Plus la langue se perd, plus on aime ceux qui la manient avec grâce ou avec précision. Mais cette médaille a son revers. Mélenchon, l'enchanteur, nous fait prendre le
ce monde pour ce qui n'est pas lui, pour autre chose que lui. C'est une grande hallucination collective qu'il nous propose. Les dominants, les Parce que la France, oui, exactement. La France est le pays du RSA, du RSI, de la CMU, de l'AME. La dépense publique atteint 57% du budget, record du pays de l'OCDE, ce qui veut dire, comme le rappelle Henri Weber, que plus de la moitié de la richesse produite est prélevée et redistribuée. Les transferts sociaux constituent 35% des revenus des ménages modestes. Et comme si nous étions à Manchester dans la première décennie du 19e siècle, Mélenchon dénonce la guerre contre les pauvres. Mais c'est peut-être cette mémoire ouvrière qu'il incarne. C'est peut-être une des clés de son succès. Oui, en fait. mais est-ce que c'est la mémoire ouvrière ? La mémoire des luttes ouvrières. Oui, mais en même temps, moi j'ai l'impression que c'est pas tout ça. Ce n'est pas avec lui Marx qui fait son grand retour, c'est la Viviane Forester de l'horreur économique. D'un côté, donc, il y a les super riches, et de l'autre, cette grande alliance qui va des chômeurs aux cheminots, des précaires aux pilotes de ligne. Et c'est entre autres par un impôt confiscatoire prélevé sur les premiers qu'il propose de donner satisfaction à toutes les revendications des seconds. Et en l'écoutant... Remarquez, les pilotes de ligne, ils passeront aussi. Hein. Oui, peut-être pas, ils sont juste avant. En l'écoutant, j'ai pensé à ce proverbe chinois cité par Jean d'Ormesson, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Il me semble, si vous voulez, que Mélenchon, si vous voulez... nous plonge dans un monde qui n'est plus le nôtre. Et quand j'ai appris qu'il veut en finir, au nom de la mixité, avec l'enseignement privé sous contrat, demandant aux enseignements privés d'entrer dans l'enseignement public sur la base du volontariat, ceux qui ne le veulent pas, eh bien, ils ne bénéficieront plus des finances publiques. Alors, je me suis dit que sa 6e République, sous couleur de réduire le pouvoir du président et des représentants, risque d'être odieusement coercitive. Cette campagne a décidément quelque chose de cauchemardesque. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne se fait pas, dans le fond, le coup de 81 ? C'est-à-dire, est-ce que, comme l'a dit un journaliste du Monde, il dit la peur du rouge, ça fait toujours recette. Est-ce que, vous vous rappelez, en 81, il y avait des gens, ou je sais pas si c'est vrai ou si c'est totalement inventé, mais ou si c'est une légende urbaine, mais on dit que des gens étaient prêts, beaucoup de gens étaient prêts à partir en Suisse, terrifiés de l'arrivée des chars rouges sur les Champs-Élysées. Ils vont partir. Voilà. Excusez-moi. Donc, mais attendez, est-ce qu'on se refait pas le coup ? Or, Mitterrand, qui, si vous voulez, que l'on attendait comme avec un couteau entre les dents, Mitterrand qui disait celui qui ne veut pas rompre avec le capitalisme n'a pas sa place au Parti socialiste, a fait ce que l'on sait. Donc Mélenchon, si vous voulez, on oublie souvent que Mélenchon est un mitterrandien, un héritier de Mitterrand. Peut-être, mais ce qu'il promet, c'est quand même 100% d'impôts au-delà d'un certain revenu, 90% pour les gens qui gagnent plus de, 35 000 euros par mois. Et donc, c'est un impôt confiscatoire qui va évidemment... Même il est assez à l'aise, hein. Qui va évidemment engendrer la fuite des capitaux. Et au nom de la mixité, si vous voulez, c'est la liberté des parents qui va être mise en cause. Et cela fait partie de son programme. Et donc, il y a quelques raisons de s'inquiéter. Voilà. Dernière question. Je ne suis pas sûr que ce programme soit fait pour être appliqué, mais justement, ce que je voulais vous demander, c'est que, d'un côté, c'est vrai, ce que vous avez dit sur l'AME est tout à fait vrai, il n'empêche qu'il y a des caissières qui vivent avec 1200 ou 1000 euros par mois, et avec 2 mômes toutes seules, si vous voulez, et que il y a des gens, il y a des injustices, vous ne pouvez pas nier. Alors, est-ce qu'il flatte, d'après vous, le ressentiment, ou les ressentiments des gens, ou est-ce qu'il n'y a pas une aspiration légitime, malgré tout, à la justice sociale? Et je pense que cette aspiration légitime, tous les candidats, à leur manière, en tiennent compte. Tous essayent d'apporter des solutions. Certains, même Fillon ? Certains, bien sûr. Certains, les Fillon appliquent un programme ultralibéral, non pas pour rendre les riches encore plus riches, mais pour faire accéder le plus de monde possible à l'emploi. C'est une solution qui est critiquable. Simplement, je crois qu'on ne peut pas définir la situation actuelle de la France par cette terminologie
de guerre aux pauvres. Là, on est plongé dans l'hallucination, dans une espèce de bovarisme politique, et on crée en plus une alliance complètement mensongère entre gens qui peuvent avoir des intérêts divergents. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de dire. Et donc, je suis frappé, je suis à la fois fasciné par l'éloquence de Mélenchon et frappé par le fait qu'elle nous aide à nous mentir. Eh bien, merci Alain Finkielkraut. Ce sera décidément, vous êtes vraiment bon. Vous devriez vraiment faire un compte Twitter. Je vais vous l'ouvrir. Merci donc pour avoir donné du sens à cette drôle de campagne. Alors, si j'ai bien compris, nous ne pouvons pas être là la semaine prochaine car le jour du vote, on ne doit pas parler politique. C'est pourtant la fête à la France. Mais nous allons nous rattraper dans 15 jours. Évidemment, d'ici là, on peut vous lire dans Causeur et peut-être on peut aussi vous écouter sur France Culture et peut-être vous lira-t-on aussi à l'occasion des élections dans le Figaro, cher Alain. Et on peut bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne fête de Pâques à nos auditeurs chrétiens, Chag Sameach aux juifs et bonne semaine à tous.